Monsieur pour l'Europe, que monsieur Monet. Mais attends, mais t'as pas mis ta liste de bouquins dans ce bouquin? On vous entend. Tu sais, mon autre en temps. Ah, mais non, mais c'est. Ah ouais? Ça tourne. Libre à vous de pas couper. Alors, vous me dites quand est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer maintenant. Ouais. On peut commencer? Les gens sont levés. Bon, parfait. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cette conférence en ligne. Je préfère cette expression à l'expression webinar, en l'occurrence. Elle me paraît plus adaptée. Autour de Jean-François Colosimo, qui nous a fait le plaisir d'intervenir cet après-midi sur un sujet ô combien d'actualité, qui est le sujet de la laïcité, un sujet qui est abrasif aujourd'hui dans le débat public français et qui revient pour nous sur son, allez, je le dis, son avant-dernier livre, parce que son tout prochain livre sort en librairie, je crois, la semaine prochaine, cette semaine, demain, jeudi, en l'occurrence. Son avant-dernier livre consacré à la religion française, 1000 ans de laïcité. Alors, Jean-François Colosimo est aujourd'hui directeur général des éditions du Cerf. Il a une longue trajectoire d'édition. Il a été également président du Centre national du livre. Mais c'est aussi un auteur particulièrement écouté parce que finalement, il investigue un terrain qui est très peu investigué. Ce sont les relations entre le religieux et le politique. Il le fait depuis maintenant de nombreuses années. Il a beaucoup publié un magnifique livre que je vous conseille sur la tragédie des chrétiens d'Orient, paru il y a maintenant, je crois, en 2015, si les souvenirs sont bons, des hommes en trop chez Fayard, en l'occurrence. Et là, il revient dans son dernier livre sur cette question, qui est une question qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, est revenue au centre du débat public depuis une dizaine d'années, voire un peu plus, sur la question de la laïcité. Alors, je vais tout de suite lui poser une question qui lui permettra ensuite de prendre de l'élan et de nous dérouler son exposé. Bien évidemment, vous aurez la possibilité de nous interroger, de l'interroger surtout tout au long de cette conférence. Première question que vous abordez, d'ailleurs, je dois le dire, dans une introduction qui est vraiment très très belle sur votre ville natale, en l'occurrence Avignon, où vous commencez comme ça, je vais lire pour nos auditeurs les deux premières lignes. « Je suis né en bordure d'un fleuve qui jadis séparait les mondes. Sur une rive César, sur l'autre Dieu. Ainsi on avait décidé l'histoire qui, archétypturant la France, l'avait quadrillée de citadelles et de cathédrales, de Barbacane et de beffroi, depuis partie en ruine ou remisée au patrimoine. » En fait, la question de la laïcité en France, c'est une très vieille histoire. Et c'est vraisemblablement l'originalité de votre ouvrage que de l'aborder dans la longue durée. Alors d'abord, je remercie cette école de m'accueillir et je vous remercie Arnaud de m'accueillir aussi. Évidemment, les instances dirigeantes et tous les gens qui permettent cet exercice, tout de même, il faut le dire, un peu particulier. J'aurais préféré vous voir, j'aurais préféré échanger dans une meilleure proximité avec vous, mais ce sera peut-être une autre fois. Peut-être on va commencer, si vous permettez, pour répondre à la question sur le titre, la religion française. La religion française, ce n'est pas la religion de la France. Il y a peut-être des gens qui ont une expérience religieuse avec la France, qui trouvent que la France, elle doit être vénérée comme Dieu, qui pensent qu'il y a une âme de la France, qu'il y a un principe spirituel de la France. Moi, ce n'est pas du tout mon approche. Et quand je dis la religion française, c'est dire, non, c'est un jeu de mots, c'est pour dire de quelle manière la France a-t-elle vécu la religion. Et donc on tourne immédiatement sur ce mot, laïcité, puisque le sous-titre du livre, c'est 1000 ans de laïcité. Alors évidemment, déjà le titre lui-même interpelle un tout petit peu, mais je viens de vous l'expliquer, il ne s'agit pas de glorifier un fait national, il s'agit d'essayer de comprendre comment un pays organise la relation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est une grande question, et c'est une question évidemment d'actualité, puisque vous voyez bien que cette question, elle embrase la planète aujourd'hui. Évidemment, on pense de suite à ne serait-ce que, évidemment, le triste, plus que triste, infamant exemple de Daesh, n'est-ce pas, qui est le retour d'une théocratie, et ça ne concerne pas que le monde musulman. Aujourd'hui, en Inde, vous avez un pouvoir qui prône l'hindouité, c'est-à-dire l'exclusion de tout ce qui n'est pas
indien au sens religieux du terme, et vous avez, contrairement peut-être aussi à beaucoup d'idées reçues, en Asie du Sud-Est, contrairement aux idées reçues sur le bouddhisme, qui serait une pure religion de sagesse mystique, alors que c'est une religion sociale aussi, comme les autres, vous avez aujourd'hui des bonzes qui, en Thaïlande et en Birmanie, brûlent les musulmans. On voit bien que ce phénomène, il est global, et donc, qu'est-ce que fait la France là-dedans? Alors, la France là-dedans, justement, 1000 ans de laïcité, la laïcité, c'est un terme typiquement français qui ne se traduit dans aucune langue. D'ailleurs, dans les langues où on veut vraiment le traduire, on l'adapte, en allemand, etc. L'anglais sécularisme ne veut pas du tout dire laïcité, et en fait, ça semble un concept si français que personne ne le comprend. Mais en même temps, j'ose ajouter, moi, en sous-titre, 1000 ans de laïcité. Alors là, on se dit, ça y est, qu'est-ce qui lui arrive? Il a la fièvre, tu vois, la laïcité, c'est un truc qui existe depuis, on va dire, 1905. La fameuse loi de séparation, dont il est énormément question en ce moment, puisque vous voyez bien que le président de la République, dans son discours dit des Mureaux, etc., essaie d'articuler de nouvelles relations entre le spirituel et le temporel, entre le politique et le religieux en France, sans toucher à cette sacro-sainte loi 1905. Alors, pour être clair, la loi 1905, le mot laïcité n'y est pas dedans. C'est une loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Le mot laïcité en est absent. Quant au mot laïcité lui-même, il date de 1880 à peu près, n'est-ce pas? C'est un mot qu'on crée. Ce sont deux auteurs de dictionnaires, ces dictionnaires que vous fréquentez, le Larousse et le Littré. Donc il y a un monsieur Larousse et un monsieur Littré qui font ces dictionnaires, et tous les deux en même temps ils créent le mot de laïcité. Ils sont très républicains, il faut le dire. Oui. Monsieur Littré est aussi un éminent franc-maçon, il faut le dire, c'est une école de pensée, qui est tout à fait respectable, mais bon, il crée ce terme. Le problème, c'est qu'avant, en français, il n'y avait qu'un adjectif, laïque. Il y avait des choses qui étaient laïques et des choses qui ne l'étaient pas. Et d'un coup, on invente un concept. Est-ce que ce concept est très solide? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que la laïcité, ça serait la religion de ceux qui n'ont pas de religion? Est-ce que ça serait la religion de l'État? Est-ce que, etc. Ça pose beaucoup de questions. Et puis, évidemment, on pense aussi que finalement, c'est un peu inscrit dans notre manière d'écrire l'histoire, officielle, à l'école, etc., qu'avant 1789, en France, il n'y avait que l'obscurantisme et qu'on était dans un pays qui était totalement à la fois royaliste et catholique. Alors, mon livre casse, entend casser, je pense, casse ces idées-là. La laïcité, ce terme qui apparaît en 1880, il finit par désigner une attitude constante qui a été celle de la France depuis qu'elle existe. Alors, on ne va pas remonter à Vercingétorix et à Clovis. Pour la petite histoire, Vercingétorix était le préféré au XIXe siècle des républicains qui étaient athées, parce que c'était un Gaulois. Au moins, il n'était pas chrétien, il n'était pas catholique, il ne se référait pas à Rome. Et Clovis, lui, était préféré par les partis catholiques de droite, conservateurs, parce qu'il s'était converti, il avait pris le baptême. Oui. Donc, donc, quand on était plutôt à gauche, on faisait remonter la France à Vercingétorix. On était plutôt à droite, on la faisait remonter à Clovis. Enfin, la fondation de la France, c'est l'élection du Capet. C'est à partir de ce moment-là que la France se dessine, qu'elle va grandir géographiquement, et elle repose sur une idée qui est une idée totalement singulière. Dans l'histoire du monde, il y a beaucoup de peuples qui existent, qui ont existé, et qui ont cherché à avoir un État, avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de malheur, parfois en arrachant difficilement, durement cet État aux circonstances de l'histoire. La France, c'est différent. La France, c'est un État qui crée une nation. Et comme cet État crée une nation, on peut rentrer dans la nation française. Tous les gens qui le désirent et qui sont en capacité peuvent entrer dans cette nation, parce que cette nation, elle n'est pas, par exemple, comme la définition de l'identité allemande, qui est fondée sur le sang, c'est un pacte d'abord de langue, de culture, un pacte politique. Ça, je crois que c'est très important à comprendre. Alors, dans ce pacte politique, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, vous allez me dire, le Milan de laïcité, bon, on monte à Milan, c'est UKP, c'est son fils, Robert le Pieux, et comment est la situation de l'Europe à ce moment-là? La situation de l'Europe, elle est simple, il y a deux puissances. Il y a Rome, c'est-à-dire la Rome des papes, le pape qui, de plus en plus, va vouloir récupérer le pouvoir temporel, va avoir des états pontificaux, il y a même des papes qui vont faire la guerre, sans même parler des Borgia. Et puis, de l'autre côté, il y a l'autre Rome, c'est le Saint-Empire romain, les héritiers des Césars.
les pontifes d'un côté, les papes, les Césars, les empereurs de l'autre. Et là, ce transfert, à travers Charlemagne, ben, il est parti vers l'Allemagne et vers l'Autriche, et on va avoir un Saint-Empire romain. Et donc, il y a deux potentats qui, en plus, ne sont pas d'accord entre eux, parce que le pape considère que l'empereur lui doit tout. L'empereur aimerait être un peu indépendant du pape, mais les deux sont d'accord sur le fait que ce petit roi de France est leur vassal, leur sujet, et dépend d'eux. Et c'est là où il va y avoir une invention politique extraordinaire, ce qu'on appelle les légistes. C'est une école, ceux qui font la loi. C'est sous Philippe le Bel, qui vont regarder dans la Bible. Ils vont se dire, mais tiens, dans la Bible, quand même, il y a un royaume qui est élu par Dieu, qui est un petit royaume, qui s'appelle Israël, c'est le royaume biblique d'Israël, sans rapport avec la réalité politique d'Israël d'aujourd'hui. Ne mélangeons pas tout. C'est le royaume biblique d'Israël. Et ce royaume biblique, ben, il existe, il y a l'Empire perse, il y a l'Empire romain, il y a des tas d'empires autour, mais lui, il lutte pour son indépendance. Et cette notion d'indépendance, elle va s'adresser à la fois à l'empereur et à la fois au pape. Sous Philippe le Bel, Philippe le Bel envoie le meilleur de ses légistes, de ses théoriciens politiques, de ses idéologues, qui s'appelle Guillaume de Nogaret, et qui va aller à côté de Rome, parce que le pape il va faire un peu le coup de main aussi. Voilà, il va faire un peu le coup de main. Il va souffleter le pape. Oui, vous êtes quand même au XIIIe siècle, vous vous rendez compte, un prince chrétien qui envoie son ministre, en quelque sorte, filer une paire de claques au pape. Vous vous rendez compte, le scandale. Qui plus est, Philippe le Bel, il va beaucoup plus loin. Il accuse le pape d'hérésie. Le pape meurt. Alors Philippe le Bel, il est très fort, c'est à ce moment-là, dans ma ville natale, que les papes sont transférés à Avignon. Philippe le Bel, il installe un Français comme pape, et lui dit, maintenant on va juger ton prédécesseur. Alors, le pape se dit, mon Dieu, si on ouvre une boîte de Pandore, qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Non, non. Alors Philippe le Bel lui dit, très bien, on ne va pas juger ton prédécesseur pour hérésie. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Philippe le Bel convoque les premiers États généraux. Vous savez, les États généraux qui vont faire la Révolution de 1789, il les convoque parce que pour excommunier le pape, il a besoin que soient représentés tous les États de la France, c'est-à-dire les différentes catégories sociales. Même le peuple est représenté pour excommunier le pape. Ouais. C'est ça la laïcité en France. Si on peut dire, c'est le début en tout cas. Et donc, il dit au pape, ok, on laisse de côté ton prédécesseur, mais on va se faire les Templiers. C'est intéressant que c'est une fortune considérable, à la fois les terres, l'argent, et il fait excommunier les Templiers qui vont finir sur des bûchers en forçant la main de Rome. Parce que la France, elle est catholique, mais la partie va se jouer à trois. Il y a l'État, il y a l'Église de France et il y a Rome. Et les rois de France ne vont avoir qu'un souci, c'est que l'Église de France soit avec eux contre Rome. C'est ce qu'on va appeler plus tard le gallicanisme, la Gaule, le gallicanisme. Et d'ailleurs, pour aller très vite et sauter par-dessus les siècles, lorsqu'il va y avoir cette fameuse affaire de la Révolution française, avec la fameuse Église des prêtres jureurs, c'est les prêtres qui sont obligés de jurer sur la Constitution, sur la fidélité à l'Assemblée constituante, et qui, en fait, se déclarent en quelque sorte des fonctionnaires de l'État. Mais ce n'est pas du tout une invention révolutionnaire contre l'Église. Ce sont les gallicans et d'autres groupes, les jansénistes, qui sont aussi des catholiques très français, très anti-romains, les richéristes, qui sont un groupe qui s'est fait taper dessus par Rome parce que leur fondateur, Edmond Richer, veut instaurer la démocratie politique dans l'Église. En fait, c'est toutes les franges des catholiques réprouvés par Rome qui se mettent d'accord pour qu'il y ait en France une Église d'État. Ce n'est pas une entreprise anti-catholique, c'est fait par des catholiques. Donc c'est pour dire qu'on a un rapport comme ça extrêmement fort. Ce rapport extrêmement fort, évidemment, ce qui va nous bouleverser complètement, ce sont les guerres de religion. On a eu les légistes qui ont théorisé le fait que, en France, le pouvoir politique est indépendant du pouvoir religieux. C'est d'ailleurs ce que dit Guillaume de Nogaret à un nonce apostolique, à un envoyé du pape. L'envoyé du pape lui dit qu'il faut que le roi de France se soumette à l'autorité du souverain pontife, l'héritier, le successeur de Saint-Pierre, celui qui détient les clés du paradis et de l'enfer. Et Nogaret lui dit, écoutez, ce n'est pas la peine, parce que vous voyez, les droits de la couronne en France sont inaliénables, pas la peine de voir le roi, parce que le roi lui-même ne peut pas en disposer, parce que
ce qui fait la France, c'est la propriété du peuple de France. Le roi n'en est que le dépositaire. Vous voyez déjà cette révolution. C'est-à-dire qu'ils font déjà l'idée de souveraineté, d'une certaine manière. Souveraineté, indépendance, parce qu'encore une fois, c'est comment on est indépendant. Et toute la politique religieuse de la monarchie, en fait, et plus tard de la République, va être une politique à la fois intérieure et extérieure. Intérieure, c'est comment on fait pour que le religieux n'empiète pas sur le politique. Et extérieur, c'est comment on fait pour que les groupes religieux ne soient pas manipulés par l'étranger pour créer la guerre civile. Alors, cette guerre civile, je le dis, elle arrive. Elle arrive parce que les guerres de religion, encore une fois, c'est une manière dont on enseigne l'histoire dans vos écoles. Pour ceux d'entre vous qui ne viennent pas d'autres formations, dans les écoles françaises, la guerre de religion, ce serait une histoire franco-française. Non. D'ailleurs, en France, ça va plutôt s'arrêter avant, plutôt que chez les autres. Et ça va enflammer l'Europe. Et là encore, bon, on va dire, oui, c'est super sympa, les protestants voulaient la liberté, les catholiques sont tous des étouffeurs, etc. C'est un peu plus compliqué, parce que à cette époque-là, Jean Calvin est réfugié à Genève, il crée une théocratie à Genève, et c'est lui qui fait brûler et pendre les hérétiques protestants qu'il n'aime pas. On est à une époque où les passions, n'est-ce pas, fanatisées, sont très bien partagées des deux côtés, et quand ce sont les protestants qui gagnent, comme dans les pays du Nord et les pays germaniques, ce sont les catholiques qui souffrent. En France, ça ne va pas se passer tout à fait comme ça, parce qu'il y a une majorité tout à fait catholique, et que, en fait, le véritable problème en France, ça ne va pas être de chasser les protestants parce qu'ils sont si différents, c'est que ces protestants sont liés à des puissances étrangères qui elles-mêmes ont basculé dans le protestantisme. L'Angleterre dans les 8, avec l'anglicanisme, et évidemment toutes les principautés allemandes. Et donc, le pouvoir politique va vouloir tenir son indépendance. Ça, c'est très important à comprendre. Et bon, après les guerres de religion, il y a un déchaînement fanatique. Elles sont abominables des deux côtés. Pour la petite histoire, les catholiques dénudent, après les avoir torturés, les avoir tués, les filles de l'aristocratie protestante, en les empalant, en leur mettant un petit panneau, comme quoi ce sont des filles du diable, donc elles connaissent ici-bas le sort éternel qu'elles vont connaître. Voilà. Et pendant ce temps, les protestants s'emparent des prêtres, les dénudent et leur ouvrent les entrailles pour voir si l'Eucharistie, la transsubstantiation continue d'opérer dans l'intestin. Donc on a eu des horreurs, ça a été horrible. Et ça a failli vraiment mettre la France par terre. Ça, c'est une grande expérience pour nous par rapport au monde contemporain qu'il faut bien comprendre. Comment ça va être résolu? Ça va être résolu parce qu'on va appeler les politiques, un grand P, c'est une école. C'est Michel de l'Hôpital, c'est Baudin. N'est-ce pas? Et la résolution, elle est très simple. C'est que quand tu es dans un pays où il y a deux groupes religieux, deux ou plus, enfin plus d'un, et qu'ils s'affrontent, le problème, c'est que c'est la définition de la religion. La religion, elle pense avoir la vérité. Quelle est la vérité éternelle? Tant que ça reste dans l'éternité, ça va. Mais si cette éternité, elle passe dans l'histoire, et si on en a deux, ça va être deux vérités incompatibles. Ça va créer une situation d'hostilité. Donc, il faut un autre principe que la religion. Et quel est ce principe? C'est l'État. L'État, c'est lui qui va faire la paix entre les corps religieux. Et c'est d'ailleurs assez extraordinaire, c'est que partout en Europe, à ce moment-là, on fait du nettoyage religieux. Les nations où ce sont les princes protestants qui ont gagné deviennent totalement protestantes. Les nations où ce sont les catholiques qui ont gagné restent totalement catholiques. Alors, les nations protestantes, pensez au Danemark, à la Suède. D'ailleurs, au passage, pour montrer combien la laïcité d'actualité, en Suède et en Norvège et au Danemark, en Norvège c'est encore le cas, mais en Suède et au Danemark, l'église luthérienne, l'église protestante, n'est plus l'église d'État qui gère l'état civil, simplement depuis 10 ans. Jusque-là, c'est l'église d'État, payée par l'État, et ministres du culte étant des officiers civils. C'était il y a 10 ans, dans la formidable Europe. Là. Et évidemment, c'est vrai aussi pour les catholiques. L'Espagne devient totalement catholique. D'ailleurs, bon, l'Espagne, on va aller un peu plus loin encore avec l'Inquisition. L'Italie. Et vous avez la France qui est, en fait, cette articulation entre les mondes, où pendant tout un temps, jusqu'à Louis XIV, on va essayer de faire coexister deux confessions. Alors certes, ils sont tous des chrétiens, mais enfin, ils sortent tous quand même de boucheries sanglantes entre eux.
Et ça, c'est possible parce qu'on élabore l'idée qu'il y a un État arbitre. Mais pour que cet État soit arbitre, il faut qu'il admette qu'il est aveugle et sourd et muet théologiquement. Il n'a pas de théologie, l'État. Ce qu'il veut, c'est la paix civile, c'est l'ordre public. Et ensuite, dès que vous êtes dans l'ordre public, vous rentrez chez vous, vous pensez ce que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez. C'est ça qui se produit aussitôt. On a une expérience de plusieurs siècles, nous, là-dessus, qui est totalement fondatrice, n'est-ce pas? Alors, pour aller très vite, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors oui, malgré tout, les protestants, pendant un temps, vont avoir quelques droits restreints. C'est l'édit de Nantes. C'est quoi les droits restreints? C'est que, et ça va être très important aussi, les protestants ont des places fortes. Ils ont des villes qui sont protestantes. Ils les ont surarmées, ils les ont suréquipées, ils les ont surverrouillées, au cas où la guerre repartirait. On leur demande de désarmer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une continuité territoriale. Il n'y a pas deux lois qui s'appliquent selon qu'on est dans une ville ou dans l'autre. Et deuxièmement, toutes les villes doivent être ouvertes. Et troisièmement, une religion doit désarmer. Elle ne peut pas être armée. Ça aussi, c'est un principe constitutif qu'on va retrouver et qui va véritablement faire corps de doctrine à la fin. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors bon, je passe sur Louis XIV, on pourrait y revenir parce que ça intéresse. L'abolition de l'édit de Nantes, c'est une affaire assez compliquée. Mais la vérité, c'est que très rapidement, en fait, même après l'abolition de l'édit de Nantes, c'est-à-dire lorsque Louis XIV décide qu'il ne faut plus qu'il y ait de protestants, mais Louis XIV, il fait une super politique, là aussi, de soumission de l'Église catholique en France contre Rome, n'est-ce pas? Il continue ce qu'avait fait François Ier aussi. Parce que normalement, un évêque est nommé par le pape. Alors en France, les évêques sont nommés par le pape, mais sont confirmés par le pouvoir central, en l'occurrence, à cette époque-là, la royauté. C'est-à-dire que la France considère que Rome ne peut pas mettre n'importe qui comme évêque. Il faut que le gars il soit compatible avec l'esprit français, avec la paix civile, avec l'absence de troubles à l'ordre public. C'est ça qui compte. Et donc, on vérifie, on ne les choisit pas. Ou plutôt, on les choisit de manière négative. Mais en même temps, il combat les jansénistes. Oui, mais ceux dont on ne veut pas, l'évêque, on le dit à Rome, on dit ben non, nous allons poser un autre. C'est encore le cas aujourd'hui, avec la République. Et très particulièrement, il y a une dizaine d'années de ça, Rome avait proposé un évêque aux armées, parce qu'il y a un évêque aux armées, qui ne plaisait pas du tout à l'État républicain. On a dit à Rome de faire un effort de trouver un autre candidat. Donc ça existe, vous voyez. Alors évidemment, les jansénistes, ça c'est une partie importante, mais je crois qu'on ne va pas trop se concentrer là-dessus. Les jansénistes, c'est en fait c'est une forme de maximalisme d'un point de vue de la piété et de la spiritualité, et c'est une formidable école de philosophie, une école de pédagogie, c'est Pont-Royal, c'est Blaise Pascal, Racine, enfin, c'est tout le grand siècle, les jansénistes. Mais justement, les jansénistes grandissent, ils deviennent une force. Et en plus, ils sont un peu quand même énervants pour Louis XIV et l'absolutisme, c'est qu'en plus, ils considèrent qu'il faut qu'il y ait du débat, de la participation, on n'appelle pas ça encore démocratie, et donc là, ils vont, je dirais, un peu irriter le roi, qui du coup va faire raser Pont-Royal et le faire interdire. Alors ils vont devenir souterrains, mais c'est eux qui vont aussi beaucoup préparer 1789, parce qu'ils vont être une force, en fait, ils vont inventer la gîte propre. Chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, ils se précipitent, ils font des placards, ils font des textes, et ils disent, voyez, encore une marque de l'absolutisme. C'est l'absolutisme qu'eux ont subi. Ce n'est pas toujours l'absolutisme. Mais à la fin, l'idée finit par se répandre que la France, c'est une sorte de goulag, quoi. Et ils le font de manière très conscientielle, de talent, et ils préparent 1789. Là aussi, il faut vraiment distinguer 1789 et 1793. 1789, c'est une révolution qui aurait dû en fait aboutir à peu près à une forme de synthèse comme on a connue en Angleterre, en Bretagne. En 1793, c'est une invention idéologique, c'est la terreur, le comité de salut public, la guillotine qui fonctionne à plein, qui est installée dans les tribunaux pour aller plus vite. Bon, là, on a une préfiguration plutôt de la question du totalitarisme qui va éclater au XXe siècle. 1789, c'est une révolution
très chrétienne, très bourgeoise. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, ce que dit Mirabeau. Il trouve que 1789, c'est tellement chrétien, il dit il faut déchristianiser la Révolution, sinon c'est foutu, on ne va jamais arriver à fabriquer un homme nouveau. Lorsque Camille Desmoulins, le grand Camille Desmoulins, poète, etc., est arrêté par ses amis révolutionnaires pour être guillotiné, on lui dit de décliner son identité. Il dit je suis le sans-culotte Camille Desmoulins, 33 ans, l'âge de Jésus-Christ, ce grand révolutionnaire. C'est ça l'époque. Non, mais c'est ça l'époque. Il ne faut pas croire non plus qu'il y ait de rupture là-dedans, de culture. La culture reste la même. Alors évidemment, la religion, elle est tellement nécessaire que même Robespierre, qui est un très grand ingénieur politique, qui est un grand visionnaire politique, Robespierre, il est très énervé par les athées, qui représentent ce qu'on appelle les hébertistes. Ce sont eux qui saccagent les églises, tout ça. Robespierre déteste ça. C'est un puriste, c'est un pur, mais aussi un puriste. Robespierre considère qu'il faut une religion parce que sinon, eh bien, on ne peut pas avoir de vertu. Et Robespierre demande à ce que les révolutionnaires croient dans l'immortalité. C'est le moment ou jamais, puisque c'est le moment où il envoie des tas de jeunes révolutionnaires mourir, alors que l'étranger nous menace. Tu vois, il vaut mieux mourir pour l'éternité que mourir pour rien. Et il veut le culte de l'être suprême. Bon, il n'aura pas le temps de l'installer, mais on voit bien que même la Révolution ne se passe pas de cette dimension symbolique. Il faut une symbolique. La Troisième République fera la même chose. Lorsqu'elle va déclencher la guerre entre les deux France, la France, on va dire, républicaine et la France catholique, hein, entre la calotte pour l'Église et la gueule pour la République, comme on s'appelle à ce moment-là. Enfin, il y a des batailles rangées, c'est gravissime. Hein. On est au bord de la guerre civile. Qu'est-ce qui se passe? La Troisième République, c'est un peu, rétrospectivement, on voit d'ailleurs que c'est très français. Quoi. La Troisième République, elle invente un catéchisme républicain, elle invente un mariage républicain, bien sûr, des funérailles républicaines pour prendre tout ça à l'Église, parce que c'est l'Église qui a administré la naissance, le mariage, la mort. Elle invente un corps de prêtres, un corps de clercs, vous voyez, laïcs clercs, les instituteurs, les servants de la République. Je vous rappelle d'ailleurs porte une soutane, enfin non, une blouse. Une blouse. Non, mais, bon, quand même, quoi hein, bon. Et on se fait avoir à ça. Et puis, évidemment, le Panthéon, le Temple, qui est une ancienne église, on a enlevé les croix, on va accueillir les hommes illustres, on accueille le cœur embaumé de Gambetta, et lorsque l'église, après 1918, canonisera Jeanne d'Arc, le jour de la canonisation de Jeanne d'Arc, on y transportera le cœur embaumé de Jean Jaurès. Parce qu'il faut bien, on a beau être athée, il faut avoir des reliques. Donc cette dimension symbolique, elle est très très forte. Et la Troisième République va se survivre d'ailleurs, après la grande saignée de 1914-1918, par le culte des morts. Il faut traverser ces villages français, s'arrêter, je vous le dis, faites-le. C'est pas de votre âge, vous allez dire, vous êtes trop jeune pour ça, mais on ne le fait jamais assez tôt. Il faut s'arrêter dans les villages d'Alsace, de Corse, du Bordelais, et on voit défiler des noms, on se rend compte que ce sont des familles entières qui ont été décimées. On ne sait pas dans quel ordre, si c'est le grand-père, le père, le cousin, l'oncle, etc. Ça a été une saignée abominable. Et la patrie reconnaissante, c'est quand même un vrai culte, qui est un culte transcendant. Ça aussi. Donc, en fait, on ne s'est jamais passé de la religiosité. Mais, pour revenir à la question de la laïcité, évidemment, le grand inventeur, le second grand inventeur après, le troisième, après les légistes et les politiques, c'est évidemment un dénommé Portalis, qui est le grand ministre des cultes de Napoléon Bonaparte, qui là encore est un franc-maçon, mais très, très théiste, illuministe. Vous savez, il y a plusieurs écoles. Et qui lui considère que la police du culte, c'est le plus haut auquel puisse atteindre finalement un État raffiné. Parce que c'est la religion qu'il faut surveiller, mais les rois de France étaient d'accord avec lui. Sous les rois, alors, il écrit sous la royauté, sous l'Empire, sous la République, c'est pareil. On considère qu'il faut surveiller la bouillotte, l'ébullition religieuse. C'est elle qui peut provoquer le pire. Je vous interromps 30 secondes, c'est la citation en exergue de votre livre. Vous reprenez cette citation de Jean-Étienne Marie Portalis. Il écrit « Les questions religieuses ont toujours été rangées par les différents codes des nations dans les matières qui appartiennent à la haute police de l'État. » Absolument, c'est la haute police, mais police pas simplement au sens on va dire,
de la flicaille, au sens des flics. La police, c'est aussi la politesse, c'est aussi le fait de policer, c'est la police au sens grec, c'est-à-dire c'est l'organisation politique. La police, c'est pas la police de la religion, c'est pas le fait de réprimer la religion, c'est le fait de l'organiser dans la cité pour qu'elle puisse y vivre, qu'elle puisse y contribuer, et qu'en même temps, elle ne vienne pas déranger l'ordre politique, qui est un ordre très fragile, qui est un ordre qui se joue dans l'histoire, qui n'est pas l'ordre des vérités éternelles, qui est celui de l'humanité concrète. Et donc Napoléon est très sensible à ça. Bon, il répare les erreurs de Robespierre. Quand je dis ça, c'est parce que bon, là, c'était la guerre ouverte avec. Enfin, Napoléon le malmène lui aussi les papes. Hein. Il y en a deux. Il y en a un qui fait mourir sur la route à Grenoble, et le deuxième qui l'enferme sur l'île de la Cité en lui demandant si d'ailleurs il ne veut pas s'installer là. Parce qu'il trouve que ça serait beaucoup mieux, ça serait la reconstruction de la Rome éternelle. Il y aurait lui ou ses descendants à lui, Bonaparte, oui, et puis il y aurait les papes qui seraient sur l'île de la Cité. Ça serait la reconstitution de la, si vous voulez, de la Rome du IVe siècle, le pontife et l'empereur. Le pape et César, l'un côte à côte. Le pape dit pourquoi pas, et puis s'échappe. Mais il fait le concordat, donc il renoue, mais en fait, l'Église catholique va petit à petit renaître, mais va être complètement administrée son empire par le pouvoir politique, ce qui n'est pas une bonne chose non plus. Ça, on en fera un peu la cité. Et d'un côté, Bonaparte, alors ça avait commencé avec Louis XVI, celui qui réintègre les Juifs, les protestants, c'est Louis XVI. Il a juste quelques mois avant avant 89, donc ça n'a pas le temps de se remettre en action. L'émancipation des Juifs ne correspond pas du tout à l'histoire qu'on raconte habituellement, c'est l'histoire beaucoup plus dure. Il y a deux sortes de Juifs en France. Il y a des Juifs du Sud qui sont installés depuis longtemps, souvent Juifs du Pape, ou Juifs venus du Portugal, d'Espagne, qu'on appelle les Bordelais, etc. Et puis il y a des Juifs qui arrivent plutôt d'Allemagne et qui sont installés dans l'Est. L'Est est terriblement antisémite, à la différence du Sud. Donc, lorsque la Constituante veut émanciper les Juifs, on n'arrive jamais à trouver une majorité. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une question qui est sans cesse retardée. C'est grave, hein. Historiquement, je ne suis pas du tout en train évidemment, de dire que c'est à la gloire de la Constituante. Mais une fois que la Constituante doit s'aborder, il faut régler cette question. Et c'est là où on donne accès à la citoyenneté aux Juifs. Alors, ils viennent les derniers, après les bourreaux et les prostituées. Et c'est le fameux discours de Clermont-Tonnerre qu'on cite toujours à l'Assemblée, celui qu'on ne cite jamais à la fin. Il dit désormais nous ne jugerons plus les Juifs en tant que peuple, mais chacun d'entre eux en tant qu'individu, en tant que citoyen. C'est une terrible nouvelle pour les Juifs. Ça veut dire que leur communauté va devoir se disloquer, qu'ils ne vont plus pouvoir se référer à leurs juges rabbiniques, qui vont devenir des citoyens lambda. Pour un peuple qui doit cultiver sa différence, c'est l'appel que lui fait l'Éternel à travers la Torah, c'est quand même une secousse sismique. Mais, dit Clermont-Tonnerre, quant à ceux d'entre eux qui ne seraient pas d'accord, ils n'ont qu'à partir. Il y a une violence d'État aussi dans la laïcité qui conforme. Elle se retrouve avec Napoléon, parce que Napoléon se retrouve avec ce problème, parce que les pogroms ont repris dans l'Est. Il faut les apaiser. Donc, Napoléon, qui d'ailleurs n'est pas très philosémite, du tout. Mais il se dit, il faut les intégrer. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée le fameux questionnaire Napoléon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais enfin, c'est un questionnaire qui est plutôt rude. C'est-à-dire que c'est lui qui rassemble dans toute la France des notables juifs, rabbins et non-rabbins. Il les boucle à Paris, et il leur soumet un questionnaire. Évidemment, on peut supposer que les réponses ne sont pas vraiment à option. Tu vois. Et les questions, elles sont très intéressantes par rapport à aujourd'hui, parce que les questions, on ne peut pas le faire comme ça aujourd'hui, pour des raisons de sensibilité, d'environnement, etc. Mais les questions, elles sont très intéressantes. C'est, en tant que juif, est-ce que vous considérez que votre frère de la synagogue est plus votre frère que votre frère français qui n'est pas juif, votre compatriote?
en tant que juif, est-ce que vous pensez que les lois sur la synagogue sont au-dessus des lois à l'époque du consulat? C'est à ce moment-là. Oui, non. C'est un questionnaire. Et quand ils auront répondu oui, c'est là où ils fondent le Sanhédrin, qui est l'ancêtre du consistoire, et il leur dit, et là, il vient avec ça, et il dit aux Français, vous ne pouvez plus persécuter vos compatriotes qui ont montré un attachement indéfectible à la mère patrie. Malgré tout, comme c'est Napoléon, il va un peu plus loin. Il veut pouvoir dire aussi qu'ils ont payé le prix du sang. Or, dans la construction de la Grande Armée, il y a un phénomène de l'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas juif, on peut, ça va très loin, dans l'exigence terrible même, je dirais, c'est le côté inhumain. On peut dire, bon, moi, ma femme va avoir un enfant, je suis requis à la ferme, mon jeune frère peut partir pour moi. Il peut substituer quelqu'un de sa famille. Les juifs ne peuvent substituer personne. Il doit faire la démonstration du prix du sang. C'est terrible. Mais Napoléon veut comme ça, pense comme ça, qu'ils vont être définitivement intégrés, à la fois par leur profession de foi patriotique et par le fait qu'ils ont démontré qu'ils étaient prêts à mourir pour la nation. Très exigeant, très dur. Mais bon, l'idée est là, et elle va suivre son cours, mais c'est plutôt en fait la Restauration qui va accomplir définitivement l'intégration des Juifs. Et les Juifs, à partir de ce moment-là, c'est ça qu'il faut bien comprendre, les Juifs de France, les Français juifs, vont devenir une part essentielle de la vie nationale. Alors, ils étaient déjà avant, pour de très nombreuses raisons, et là, ils vont animer la vie intellectuelle, ils vont prendre parti dans la vie intellectuelle, dans la vie économique. Ça va être une explosion formidable, et ce qu'on va appeler le franco-judaïsme va en plus être véritablement apporter des lumières à d'autres communautés juives à travers le monde qui sont moins bien loties d'un point de vue politique, qui n'ont pas forcément toujours les moyens de leur réflexion, parce que en fait, ce que leur pose Napoléon comme problème à ces juifs, c'est de leur dire bon, ben, vous devez être juif, vous devez être français. Et le risque, évidemment, pour eux, c'est quoi? C'est que soit ils restent juifs, ils deviennent jamais français, soit ils deviennent français, ils cessent d'être juifs. Et la réponse que vont faire les juifs de France, c'est 100% juifs et 100% français. Et cette laïcisation par l'émancipation va faire que le judaïsme français va rayonner dans tout le judaïsme mondial. De la même manière que le catholicisme français réprimé, à un moment, va rejaillir sur le catholicisme mondial parce que lorsque l'Église en France ne sera plus l'Église d'État, lorsqu'elle sera privée des subsides de l'État, lorsqu'elle devra vivre par elle-même, elle va faire des tas d'expériences qui vont préparer théologiquement le Concile de Vatican II. Idem pour les protestants de France qui ont payé un très lourd tribut, évidemment, particulièrement sous Louis XIV. Il y a le tribut des guerres de religion, mais bon, là, il répliquait aussi. On ne va pas faire une comptabilité des massacres, ça n'a aucun intérêt. En revanche, évidemment, sous Louis XIV, ils sont férocement persécutés. Tout le monde a entendu parler, évidemment, du fameux désert des Cévennes, etc. Et cette expérience de persécution va les marquer très, très durablement. En même temps, du coup, lorsqu'ils vont pouvoir revenir dans la vie civile et la vie politique, les protestants de France vont fabriquer un protestantisme très différent de ceux de leurs frères et sœurs dans la foi d'Allemagne ou de Scandinavie. En fait, pour dire la vérité, la laïcité, elle va cogner sur les religions. On va expliquer maintenant. Elle va venir cogner sur les religions. Mais en même temps, c'est un ticket gagnant. C'est un ticket 2 fois gagnant. L'État est libéré de l'emprise religieuse, mais les religions sont libérées de l'emprise de l'État. Et elles gagnent en créativité. Elles gagnent en créativité, créativité intellectuelle, créativité spirituelle, et d'un coup, elles deviennent des modèles pour le reste du monde. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a bien une nationalisation, entre guillemets, du fait religieux, c'est que comme la France, elle a repris tous les attributs de Rome pour se défendre contre le pape. La France, elle est souveraine comme le souverain pontife est souverain, n'est-ce pas? La France
Le souverain pontife, il a un droit canon, un droit ecclésial qui est particulier. La France, elle a un droit administratif. Les anglo-saxons hurlent en disant qu'est-ce que c'est ce truc, Oui. l'État qui juge les affaires de l'État et quoi d'autre encore. Vous avez vu ça? Oui, c'est parce qu'en France, le droit n'est jamais une affaire de droit, c'est toujours une affaire politique. Sauf si on s'américanise définitivement, etc. Et donc, la France a un clergé. Enfin, les officiers civils sont des clercs chez nous. Ils ont une mission, ils sont investis, ils ont des obligations morales. Ce sont des situations de vie. On arrive aux questions. On arrive aux questions. Et dernier point, évidemment, la France récupère une vocation de mission universelle d'éclairer les nations comme l'Église catholique. Et les corps religieux en France vont aussi avoir cette pulsion universelle. Alors, je finis là-dessus. Donc, cette laïcité, c'est comme ça qu'elle s'est construite. L'État, en fait, voit les religions les religions ont deux problèmes pour l'État. Un, elles ont une emprise considérable sur leurs fidèles, au point d'écarter leurs fidèles de la vie commune. Et deux, elles ont, en plus, parce qu'elles représentent un absolu de vérité, une capacité de conflictualité. Donc, il faut neutraliser les religions dans ce qu'elles ont de soit totalitaire pour leurs fidèles, soit de hostile pour le reste de la société. Et c'est le rôle de l'État. Voilà. Et c'est ça la laïcité, et c'est comme ça que c'est venu en France. On a été un peu long, il y a ça de choses à dire. Merci Jean-François pour cette synthèse remarquable et très éclairante. Alors peut-être qu'on va prendre quelques questions. Alors je ne sais pas comment on fait passer les questions. Alors je les demande. Ben oui, mais qu'il les pose, on attend. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions? Mais il faut qu'on les entende, c'est important. Sinon, ils peuvent la poser à l'écrit. Alors, peut-être sinon, posez-les à l'écrit. Moi, j'ai une question quand même, avant que les questions de nos éditeurs arrivent. C'est la laïcité aujourd'hui. Parce que bon, on a vu là que c'était une idée qui venait de très loin. On a vu finalement cette aventure que constituait la laïcité, qui est profondément indissociable de l'idée de l'État qui construit la nation en France, à travers les légistes, entre autres. Vous l'avez très très bien expliqué. La laïcité aujourd'hui, le débat sur la laïcité aujourd'hui, il est confronté finalement à l'émergence, pour aller très très vite et sans vouloir être trop caricatural, finalement d'un nouveau phénomène religieux en France, qui est l'introduction depuis finalement le XXe siècle, la seconde surtout moitié du XXe siècle, d'une religion qui est l'islam en l'occurrence. C'est aujourd'hui le débat qui concentre cette actualité. Est-ce que finalement le défi qui est celui de l'État par rapport au phénomène religieux que vous avez parfaitement décrit durant ces très longs siècles, est-ce que c'est aujourd'hui le même, ou est-ce que, j'allais dire, la nature théologique de l'islam fait que c'est un défi qui est tout à fait nouveau, en l'occurrence? Et est-ce que, je vais aller jusqu'au bout de ma question, et quitte à être un peu provocateur, est-ce que finalement n'existait-il pas dans le christianisme, disons, une ouverture théologique qui, d'une certaine manière, permettait, pour aller très vite, cette séparation entre le temporel et le spirituel que les légistes ont particulièrement su, en tout cas, décrire et objectiver, et que, confronté à une religion qui, de fait, en tout cas, en apparence, ne semble pas faire cette séparation, est-ce que là, il n'y a pas une vraie problématique qui se pose à l'État, en l'occurrence, et à cette laïcité française? Moi, je crois que le débat est moins abstrait que ce que vous le posez. D'abord parce que même si, effectivement, le principe de la séparation des pouvoirs, on dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, est effectivement dans l'Évangile, disons que malgré tout, on revient au XIXe siècle, que l'Église catholique a un peu de mal à l'admettre. Je crois que personne n'est laïque, personne de religieux ne devient laïque par volonté. Alors, il faut distinguer laïcité de sécularisation. La sécularisation, c'est quand les idées religieuses deviennent des idées dans le ciel, séculaires, qu'elles deviennent banales. C'est pas le fait que, je sais pas, les droits de l'homme, c'est une sécularisation, n'est-ce pas? La laïcité, c'est un principe d'organisation politique. Ce principe d'organisation politique,
évidemment, vous avez raison de le dire, il s'est d'abord adressé, il s'est appliqué à un même univers qui est un univers biblique. Puisque ce n'est pas simplement juif, ce n'est pas simplement chrétien, mais c'est aussi juif. Cet univers biblique, effectivement, formait non seulement une culture commune, pour ce qui est du côté des religieux, mais un socle culturel commun, y compris pour les athées. Ça, c'est un problème. Donc, ce qui est important, c'est que par rapport à cela, effectivement, l'islam, s'il y a des éléments bibliques dans l'islam, l'islam présente tout de même une autre conception. Maintenant, est-ce qu'il y a un islam ou des islams? Il faut faire très attention à ça. Et il n'est pas sûr du tout que l'islam ait toujours vécu, le monde musulman ait toujours vécu sous un régime de l'unification des deux pouvoirs spirituels et temporels. Ce n'est pas vrai non plus. Il y a des expériences historiques très diverses. Ce qui s'est passé, je pense, c'est plutôt autre chose. N'est-ce pas? C'est qu'on était arrivé à un très grand équilibre, acquis péniblement à travers les siècles, et que, effectivement, c'est moins la question de l'islam qui a été problématique, c'est qu'il y a une confusion d'abord d'une part avec la question de l'immigration, puisqu'on en vient aujourd'hui en France, ça c'est une hérésie par rapport à la laïcité, à appeler tous les immigrés que l'on pense être en première, deuxième, troisième génération, originaires de pays de culture musulmane, on les appelle tous des musulmans. On ne sait pas du tout s'ils vont à la mosquée, on ne sait pas du tout s'ils mangent du porc, on ne sait pas du tout si leur sexualité est conforme aux oulémas ou pas, on n'en sait rien, mais on les nomme musulmans. On a fini, et ça c'est un problème d'un changement de logiciel en France. Au lieu d'être dans une logique étatique, on est passé à une logique communautariste, et on confond en fait la culture et la pratique religieuse. Et moi, par exemple, je m'appelle Colosimo, je vois pas quand je suis à la télé, on me dit pas, vous appelez Benedetti, certes c'est corse, dans votre cas, mais on ne dit pas que tous les deux, on est forcément des catholiques, parce qu'on a des noms à consonance latine. Et on ne met pas avec les Portugais et les Espagnols en disant tout ça, c'est les catholiques de France. Les catholiques en France sont les gens qui vont à la messe. Les musulmans en France, ce sont les gens qui vont à la mosquée. Donc, on a déjà un problème de superposition de deux questions qui sont assez distinctes. On a laissé se creuser la confusion. Ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est qu'il y a eu une défaillance de l'État. Parce que dans le contexte, effectivement, je le répète, d'un retour du religieux qui touche toutes les religions, mais à part que toutes les religions, d'abord, ne sont pas universalistes. C'est-à-dire, quand les hindous veulent éliminer tout ce qui n'est pas hindouiste en Inde, nous, en France, ça déco peut-être une question humanitaire, mais très très lointaine. Nous ne vivons pas avec le monde indien, nous n'avons pas vécu avec le monde indien des rapports très longs, à la fois de fraternisation et d'hostilité, comme avec le monde musulman. Le monde surtout arabo-musulman, proche, méditerranéen. Donc ce n'est pas du tout la même relation. Ça, c'est un point important. La deuxième, c'est que, donc, religion universaliste, religion prosélyte, toutes les religions ne sont pas prosélytes, vous savez. Et surtout, religion où effectivement on n'est pas forcément sous le même registre de séparation des sphères, si ce n'est qu'on ne peut pas non plus caricaturer ça et dire que tout dans l'islam et tout l'islam reviendrait à une sorte de fusion entre le spirituel et le temporel. Là encore, ce n'est pas vrai, historiquement. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que l'islamisme, l'islam politique qui travaille l'islam, a réduit l'islam d'ailleurs à la charia, laquelle charia elle-même a été réduite à un modèle en quelque sorte unique, et que donc il y a eu une superposition entre l'identité de foi, là, reconnaître Mahomet comme le prophète, et l'adoption de toute une conception de la vie sociale qui a été naturalisée, qui a été légitimée comme étant forcément inhérente à l'islam, ce qui n'est pas vrai historiquement et même n'est pas vrai géographiquement aujourd'hui. Et donc on s'est retrouvé avec un monde musulman, on le sait, qui est traversé de ces convulsions, comme d'autres. Il n'y a pas évidemment comme c'est un grand monde, et que c'est un monde proche, qui traversait des convulsions. En 1989, on a la première affaire du voile, l'affaire de Creil, qui est d'ailleurs conduite, cette affaire, par des gamines qui étaient alors des gamines, ne sont plus aujourd'hui,
dont une des deux d'ailleurs est convertie dans mon souvenir, qui ne sont pas du tout endogènes de l'islam, qui sont plutôt sur le versant déjà de l'islam politique. Et on a un ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin, qui décide de renvoyer l'affaire au Conseil d'État, et le Conseil d'État renvoie l'affaire au proviseur, et là on est tout à fait dans un défaut d'État. C'est-à-dire que l'État ne dit plus la loi. C'est-à-dire qu'en France, la définition, c'est que c'est l'État qui fait la loi, et ce ne sont pas les religions qui font la loi, et ce ne sont pas les lois religieuses. Ça veut dire que l'État s'en lave les mains. Mais encore faut-il que l'État dise la loi. L'État ne dit pas la loi, et c'est pour ça qu'on est rentré depuis, ça fait maintenant 30 ans, dans un cercle de commissions sur la laïcité positive, la laïcité bienveillante, etc. D'ailleurs, le mot est devenu un mot tellement valise, mot, encore une fois, qu'on ne peut pas traduire à l'étranger, mot qui est honni à l'étranger, mot qui fait que la France paraît liberticide, pas simplement à l'égard du monde musulman, quand M. Erdogan s'énerve là-dessus, mais pour les États-Unis, par exemple. Pour la presse anglo-saxonne. Pour la presse anglo-saxonne, qu'est-ce qu'on fait là? Bon. Et donc, c'est une bataille très solitaire que mène la France, mais elle est minée de l'intérieur aussi, par à la fois l'État qui est défaillant et les divisions idéologiques qui font que, aujourd'hui, être laïque, alors soit ça veut dire, à l'extrême gauche, promouvoir le voile, avec des candidates ou des représentantes syndicales qui sont voilées, n'est-ce pas? Parce que c'est la diversité, même renversement qu'a connu le féminisme, ou alors à l'extrême droite, ça veut dire être anti-musulman laïque. Le mot est complètement capté. Et puis, je peux le dire sans insulter personne, désormais, on a un président de la République, ça fait 4 ans qu'on lui demandait ce qu'il entendait par laïque, on commence à avoir la réponse. On trouve que la réponse est un peu rock'n'roll et pas tout à fait fixée, quoi. Alors peut-être qu'il y a Donc, il faut le dire, voilà. Donc, de ce point de vue-là, on a une défaillance d'État. On va y revenir, il y a des... On ne peut pas, voilà, je dirais même, j'irai plus loin, on ne peut pas, eu égard aux vagues qu'on entretient, il y a des sommations que l'on fait à nos compatriotes musulmans de France de temps en temps qui sont totalement exagérées par rapport aux vagues que nous-mêmes nous entretenons, comme si eux étaient forcés à des réponses claires sur des questions que nous n'arrivons pas à éclaircir. Il y a des questions. Oui, alors je ne sais pas si on va m'entendre, mais il y a deux questions qui rebondissent et qui rejoignent ça. La première de Mana Lamzani, je vais peut-être lire les deux. Oui. La première, quand on voit la spécificité de l'Alsace d'une part et la perception très rigide de la laïcité française d'autre part, la France a-t-elle besoin d'une définition de la laïcité plus positive, une correction plus positive, si cela est possible, afin de répondre à ces contradictions? Ça rejoint ce que vous avez dit. Et une autre question de Dominique Mounier, qui a corrigé là. Bonjour, pensez-vous que la spécificité de notre approche sur la laïcité et ses corollaires, comme la liberté d'expression, est tenable face à la revendication de l'islam et même de certains caciques de l'Église catholique, à une forme d'autocensure et surtout la forte pression de grands pays, USA, Canada, Grande-Bretagne, d'ONG qui ont des principes d'organisation plus communautaristes et nous renvoient une image de racisme, islamophobe, etc. Est-ce que nous pensons que c'est possible? Alors, ça fait deux questions qui sont très intéressantes et je remercie. Alors peut-être la première, c'est assez simple. La première, c'est que la laïcité, c'est pas un principe abstrait, on n'est pas chez Hegel, on n'est pas dans les modèles mathématiques, c'est le fruit d'une histoire. Donc dans cette histoire-là, l'Alsace et la Lorraine étaient sous le Concordat, elles sont passées sous l'Allemagne, on s'est beaucoup battu pour les récupérer. Pas sûr que les Alsaciens soient si heureux de ça aujourd'hui lorsqu'ils voient le niveau de vie de l'autre côté de la frontière, mais c'est un autre problème. Et en attendant, donc, quand on les a repris, c'était le Concordat, point barre. Il y a des exemples qui sont, je dirais, entre guillemets, pires que l'Alsace-Lorraine. Évidemment, je veux dire, l'île de la Réunion est toujours sous les lois de Charles X, oui. Qui sont encore un peu plus, bon, Saint-Pierre et Miquelon, n'en parlons pas. Et dans les Comores, on avait tout à fait reconnu, non seulement, il faut bien savoir que voilà, la laïcité est allée jusqu'à reconnaître la polygamie lorsqu'elle était musulmane, et reconnaître le pouvoir des marabouts et le pouvoir des cadis dans certains territoires d'outre-mer. Donc on ne fait pas le match. De la même manière que oui, la France, lorsqu'on dit la laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État,
c'est pas n'importe quel État, c'est pas le Guatemala ou les États-Unis, c'est la France, c'est l'État français. Et lorsqu'on dit l'Église, en fait, la vérité, c'est que c'est pas n'importe quelle Église, c'est l'Église catholique, parce que ça s'est fabriqué entre cet État et cette Église pour arriver à ce résultat de séparation. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. C'est pendant un temps, l'Église a voulu avoir le pouvoir sur l'État, pendant un autre temps, l'État a voulu avoir le pouvoir sur l'Église, et puis, comme dans les couples un peu tumultueux, à la Liz Taylor et Richard Burton, ça finit par un divorce. Et la loi de 1905, c'est un divorce à l'amiable, et avec en plus le fait que la majorité de la loi porte exactement comme dans les divorces, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a acquis en commun par le passé, à savoir comment on fait pour les églises avant 1905. Là, c'est vraiment un règlement de divorce à l'amiable. C'est une loi d'apaisement. Mais pour revenir à ça, donc on ne fait pas le match. Donc je veux dire par là, l'Église catholique, c'est pas toute la France, mais la France est impensable sans l'Église catholique. C'est évident. Quand vous êtes au centre de Paris, vous êtes entre Saint-Sulpice, vous êtes entre Saint-Placide, Saint-Sulpice, Saint-Germain, Saint-Michel. Voilà, bon, il faut faire avec l'histoire aussi. Et donc, la laïcité, ça ne veut pas dire non plus qu'on va supprimer l'Alsace et la Lorraine, la Réunion, etc., pour dire qu'on va être dans une laïcité tous azimuts. Cette laïcité, elle supporte beaucoup de choses, en fait, parce qu'à côté de la loi 1905, moi j'ai participé à la commission Machelon, qui a été convoquée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était. Nicolas Sarkozy aurait pu être un autre que le ministre de l'Intérieur, on a eu la marotte de savoir quoi faire. Le recueil de jurisprudence sur les règlements religieux en France, c'est un volume de 2500 pages. De lois, d'arrêtés, de ceci, avec des questions. Donc, il ne faut pas confondre le principe de laïcité, qui est assez simple, avec ensuite l'extension territoriale, etc., qui fait partie de l'histoire, qui fait pas. Vous voyez, la commission Machelon, elle avait une ambition, c'était de permettre aux municipalités d'attribuer des bons amphithéotiques à la construction de mosquées. Voilà, de manière à ce que la construction des mosquées soit régularisée, qu'on en finisse avec l'islam des caves, qu'on en finisse avec, etc., et que tout ça soit régulé dans l'espace public. Seulement, il y a un problème, c'est que l'État ne peut pas financer culte, ça est interdit par la loi, mais les mairies peuvent délivrer des baux amphithéotiques pour faire des clubs de sport, pas pour des mosquées. Il fallait qu'on arrange ça. Donc, je dirais à la première question, à la personne qui a formulé la question, que c'est évidemment immensément plus complexe et qu'il ne faut pas être. Voilà. Maintenant, il y a 3 principes laïques rapidement. Le premier, c'est on est citoyen seul et unique face à l'État. On ne peut pas être représenté par son chef de communauté religieuse, chef de communauté ethnique, chef de communauté sexuelle, chef de communauté de joueurs de bridge, j'en sais rien. On est à égalité. Donc, ça, c'est le premier truc. Il n'y a pas de communauté, il y a une nation. Oui, il y a une immédiateté de chaque citoyen face à l'État. Et donc, il n'y a personne qui négocie mes droits pour moi. Et je n'ai pas de droit particulier parce que j'appartiens à un groupe plutôt qu'à un autre. Le deuxième point, c'est qu'on n'utilise pas des arguments de révélation, mais des arguments de sens commun, de rationalité commune dans le débat public. On peut arriver à l'Assemblée nationale et dire Dieu m'a dit qu'il fallait changer la Constitution. Il me l'a dit hier soir dans le secret à l'oreille, il faut le faire. En revanche, il faut pouvoir expliquer ses positions. Il faut les traduire anthropologiquement, politiquement. Par exemple, lorsque l'Église catholique, certainement, ce n'est pas sa raison la plus essentielle, mais est contre les mères porteuses, parce que ça contredit violemment sa propre anthropologie, elle ne dit pas c'est Dieu qui vous l'interdit. Elle dit est-ce que vous avez pensé au fait que vous allez commercialiser le corps des femmes? Et là-dessus, l'Église catholique est rejointe par des féministes de gauche qui pensent la même chose. C'est là où on élargit le sens commun, on est en quête anthropologique commune. Et pour ça, il faut passer par la rationalité, on ne peut pas passer par la révélation. Et le troisième point, c'est que, ça c'est le principe vraiment vital aussi, c'est qu'on ne porte pas de signes religieux ostensibles dans l'espace public parce que les signes religieux dans l'espace public deviennent immédiatement des signes politiques. Immédiatement. Et c'est l'expérience de toutes les mères de famille qui est que lorsqu'elles descendent au centre de l'immeuble, dans le bac à sable, leur fils habillé en Zorro, et que la voisine a apporté le sien habillé à Robin des Bois, c'est fini avec un nez qui saigne. Parce que la survalorisation symbolique dans l'espace public
réveille les tensions et les anime. C'est aussi simple que ça. Et donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une neutralité du service public et une neutralité aussi de l'espace public. Voilà. Pourquoi? Parce que nous vivons ensemble, sans parler évidemment du privilège du visage, enfin, etc., qui fait qu'il y a aussi des fondamentaux de la culture. Il y avait une deuxième question, je la retraduis parce que... La deuxième question... je la retraduis parce que je crois qu'on ne l'entend pas, en fait, pour aller très vite. Ce que je comprends de cette deuxième question, c'est finalement, est-ce que la laïcité, cette laïcité à la française, que vous avez très bien décrite, peut-elle exister, d'une certaine manière, par rapport à la pression dont elle est l'objet? Mais c'est le contraire. C'est la réponse que vous attendez. Dans un monde où, vous voyez, avec la mondialisation, on s'est pris 20 000 kilomètres de frontières en plus. Et là, je suis du mur de Berlin. On est rentré en mondialisation, c'est traduit par 20 000 kilomètres de frontières en plus. On fait l'Europe, les Catalans, ils ont peut-être raison, les Catalans et les Écossais veulent se barrer. Donc, c'est la même chose que votre cœur. Ils ne veulent pas se barrer de l'Europe. Hein. Oui, non, mais ils veulent se barrer de leur nation supposée, de leur attache nationale supposée. Enfin, c'est-à-dire, plus vous unissez, plus ça se fragmente. Diastole, systole, c'est comme le cœur. Donc, plus vous voulez créer une humanité unique, plus vous allez en fait arriver à des humanités, non seulement totalement différenciées, mais hostiles. Plus vous faites du communautarisme, plus vous préparez la guerre civile. C'est là où on est le monde. Le seul pays qui dit on n'est pas d'accord, il y a une manière d'organiser tout ça autrement, c'est la France. Résultat, c'est pour ça qu'on lui tombe dessus. Qu'à Washington et à Riyad, on est d'accord pour dire que c'est un pays liberticide. C'est quand même un peu curieux cette alliance, n'est-ce pas? Et donc il faut y tenir, à tout prix. C'est la seule planche de salut. Pas parce qu'on va exporter la laïcité, c'est pas exportable, mais parce que c'est un modèle pour les autres, n'est-ce pas? Alors moi je pense que c'est très, en fait, ce que je reproche aux progressistes, c'est d'être des néocolonialistes. Ce sont eux les véritables néocolonialistes. Parce qu'ils pensent que nos compatriotes musulmans ne méritent pas la laïcité en quelque sorte. Qu'on n'a qu'à les laisser comme ils sont, n'est-ce pas? Qu'on n'a pas à fraterniser, cette troisième terme de la République, qu'on n'a pas de vie ensemble en fait à avoir avec eux, qu'on peut tous vivre, je ne sais pas, claquemurés. Surtout que ces progressistes ont beau appeler le plus souvent, on est appelé au peuple, ce sont eux qui vivent dans ces villages fermés de luxe, le plus souvent, n'est-ce pas? Donc, non. Bien entendu que ce message est plus que jamais important. Maintenant, bien sûr que nous sommes attaqués. Bien sûr qu'on voudrait qu'on ressemble au Liban, ce pays, c'est un merveilleux pays. Mais le communautarisme libanais, c'est quoi la règle? C'est pas parce qu'on vit ensemble qu'on doit se parler, c'est pas parce qu'on se parle qu'on doit vivre ensemble. Les frontières se multiplient partout, les murs se multiplient partout. La France, elle a quand même une certaine idée de l'universalité, c'est que ça vaut le coup d'abattre les murs. Si on le fait bien, c'est bien pour tout le monde, ça circule, il y a du génie, il y a de la créativité qui s'échange. Ça fait du bien à tout le monde et on trouve une paix supérieure. Bon, on ne va pas renoncer à ça, parce qu'il y a quelques anglo-saxons qui, de manière parfois idiote, nous en veulent pour ce que nous sommes, et parfois de manière très intéressée aussi, parce qu'on est jeunes, n'est-ce pas? Donc, de ce point de vue-là, c'est sûr que c'est une bataille. Est-ce qu'elle est toujours bien menée par l'État? Pas toujours. On manque dans... Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la défaillance de l'État. Défaillance sur l'histoire, défaillance sur la compréhension des choses, défaillance de créativité pour réinventer le même principe pour aujourd'hui. Enfin, il y a un mot qui a été employé dans la question, qui était employé avec beaucoup de défiance, mais je voudrais redoubler cette défiance. Islamophobie est un mot qui ne veut rien dire. Je le dis solennellement. Je m'explique. Qu'il y ait en France de l'hostilité face à des populations immigrées qui peuvent ou ne peuvent être musulmanes, malheureusement, c'est la vérité. Ça, c'est très malheureux. Il y a une forme, effectivement, de xénophobie. La
elle s'adresse, je ne suis pas sûr que la religion en soit le premier critère. Maintenant, islamophobie, c'est mal formé parce que c'est créé en parallèle de judéophobie. Et la judéophobie, ça veut dire antisémitisme. Mais le problème, c'est que les juifs sont une religion et un peuple. Les musulmans, en tant que c'est une religion universaliste, ils peuvent être effectivement arabes, mais ils peuvent être suédois, les musulmans. Il n'y a pas de type musulman, il n'y a pas d'ethnie musulmane, même si le prophète a d'abord apporté une révélation au monde arabe. On ne peut pas, voilà. Et d'ailleurs, pareil, je deviens fou furieux lorsque je vois qu'il y a des catholiques qui parlent de christianophobie. Alors en plus, là c'est encore plus grave, parce qu'ils n'ont pas lu l'évangile, parce que la phobie des chrétiens, c'est le destin auquel est vous le Christ, n'est-ce pas, hein? Vous serez rejeté à cause de mon nom. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? À travers ces mots, islamophobie, christianophobie, etc., on est en train, en fait, de faire ce que la laïcité interdit, c'est-à-dire de constituer le phénomène de la foi en une identité qui pourrait être une identité culturelle, à partir de ce moment-là, se faire une identité politique. Et la laïcité, justement, intervient là pour mettre une césure. Pour dire que votre identité, elle est citoyenne, c'est-à-dire elle est dans l'ordre politique, elle est régie par la loi civile, elle est régie par les institutions démocratiques, et par rapport à ça, votre foi, c'est une dimension essentielle de votre personne, et ça n'est pas votre identité culturelle et politique. Votre identité culturelle, c'est français, votre identité politique, c'est citoyen. Je crois que c'est très important. Il y a des questions? Oui, alors il y a une question. Est-ce que Margot Soulin, pouvez-vous la poser à l'oral? Enlevez juste votre micro et comme ça, on vous entendra mieux. Ce sera plus facile. Oui, ça sera mieux, oui. Oui, bien sûr. Excusez-moi de ma formulation, elle risque d'être un petit peu mal formulée, ma question. Je voulais vous demander, compte tenu de ce que l'on voit et on entend parfois dans le débat sur la laïcité aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on recherche plutôt à établir un État laïque, un État athée plutôt qu'un État laïque? Et de plus, est-ce qu'une distinction est possible entre un État laïque et un État athée? Et un État athée? Alors, la laïcité, c'est surtout pas l'athéisme. La laïcité, c'est, comme le dit la loi, c'est en fait garantir le droit du croyant comme de l'incroyant. Alors si vous me permettez, parce que c'est organiser la coexistence. Oui, bien sûr, la garantir aussi. Et la garantir. Et la maîtriser quand c'est nécessaire. Mais évidemment que l'État est laïque. Laïque, ça ne veut pas dire anti-chrétien ou anti-religieux. L'État, il est laïque parce que justement, il n'est ni chrétien ni musulman. Il permet aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs, aux athées, aux bouddhistes de vivre ensemble sans se livrer la guerre. L'école, elle peut être... Oui, laïque, c'est une qualité, c'est un adjectif. La laïcité, elle n'a pas de contenu. La laïcité, en fait, c'est comme dans les guerres. La laïcité, c'est un vide, c'est un creux, c'est un no man's land. C'est comme quand il y a deux peuples qui s'affrontent, on fait une bande entre les deux, faite de barbelés, n'est-ce pas, une zone vide, pour éviter qu'ils continuent à se tirer dessus. La laïcité, elle crée un vide, en fait, entre les citoyens, par rapport à ce que leur absolu de croyance ou de conviction pourrait apporter de désastre public. Donc, évidemment, l'État est laïque. Et l'État, oui, il est athée si vous préférez, il est agnostique. On ne veut surtout pas que l'État ait des idées. C'est-à-dire, et c'est toute la difficulté, l'État, il n'est pas théologien. Il ne peut pas vous dire, oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ou non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Ce n'est pas dans un attribut. Il n'a rien de divin, l'État. C'est une organisation politique. Et donc, cet État, vous pouvez penser que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous pouvez le penser de la manière que vous voulez, organiser le culte que vous voulez. Ce culte ne doit pas être contraire à l'ordre public. Il ne doit pas être, en fait, contraire à la paix civile. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous avez le droit d'organiser votre culte comme vous voulez. Et d'ailleurs, l'État n'a pas à contrôler votre croyance.
C'est Margot, c'est ça? Margot, oui. Bon, Margot, si vous pensez que vous êtes une extraterrestre envoyée sur Terre, mais que personne ne voit vos antennes invisibles qui vous relient à la planète Mars, tant que vous n'êtes pas à attaquer la Tour Eiffel pour la détruire, parce que vous pensez que l'antenne de la Tour Eiffel empêche vos communications avec Mars, normalement, un bon État n'a pas rentré là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous considérez que, pareil, si d'un coup vous considérez qu'en fait nous sommes tous des descendants des Esquimaux, que nous avons oublié, et que vous voulez vous habiller en fourrure d'Esquimaux même au mois d'août, on ne devrait pas pouvoir vous empêcher tant que vous ne voulez pas que tout le monde s'habille en fourrure d'Esquimaux au mois d'août. C'est ça la laïcité, c'est pas plus. C'est une limite, c'est une neutralisation. C'est surtout pas une manière pour l'État de décréter quelles pourraient être les vérités éternelles. Il vous les laisse tant que, encore une fois, vous ne faites pas descendre ces vérités éternelles sur Terre pour contraindre les autres et créer du trouble. Tant que vous n'en faites pas une ressource politique, pour aller très vite. Tant que vous ne politisez pas le fait religieux. C'est pour ça, pour revenir à la question précédente, c'est pour ça que c'est vite que l'exemple de la laïcité française perdure, parce que nous sommes aujourd'hui dans une mondialisation de la politisation du fait religieux. Et c'est là où l'exemple français ne doit pas céder, parce que nous avons finalement su dégager cet espace où les croyances habitent la cité, l'enrichissent, sans qu'il y ait une guerre des dieux. Alors, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, y en a-t-il? Il n'y en a pas à l'écrit, mais peut-être à l'oral. Alors, y a-t-il encore une question à l'oral? Apparemment. Bon, ben, apparemment, non. Ben, écoutez, je crois qu'on va terminer. Sur cette très belle phrase. En tout cas, merci pour cet élan, finalement, je veux dire, qui a été le vôtre dans cette conférence. Donc, je rappelle le titre de votre livre, La religion française, 1000 ans de laïcité, aux éditions du Cerf. Et peut-être, profitons de ces dernières minutes pour faire la promotion de votre prochain livre, dont vous allez nous donner le titre. Le sabre et le turban. Le sabre et le turban. C'est le sabre et le coupillon. Voilà. Mais qui pense sur la Turquie, évidemment, un pays où aujourd'hui, grand pays, la Turquie, grand peuple, que nous aimons beaucoup. Voilà qu'aujourd'hui, effectivement, cette question de la superposition du religieux et du politique donne des choses tragiques pour le peuple turc lui-même, et puis aussi à l'extérieur de la Turquie, dans le contexte géopolitique. Tout ça pose des questions. Nous avons une ressource en France pour penser ça autrement. C'est une expérience millénaire. Il y a peu de pays qui ont un État qui existe depuis 1000 ans. Et donc, nous avons une expérience millénaire, et cette expérience millénaire, tâchons véritablement de l'actualiser, parce qu'il n'y a pas de. Ce ne sont pas des tables de la loi qui descendent du ciel révélées, il faut l'actualiser, il faut repenser les principes. Et puis, pensons aussi, et puis je voudrais conclure là-dessus tout de même, que c'est parce qu'elle est laïque que la France peut être généreuse. Et qu'elle peut ne pas avoir peur. C'est aussi parce qu'elle a cette dimension, je dirais, oui, de cette distinction entre ce qui relève du divin et ce qui relève de l'humain, et de ne pas mélanger les deux, même si, de temps en temps, il faut savoir les articuler. Les articulations sont libres, et la confusion est interdite. Bah écoutez, on vous remercie sur cette très très belle conclusion. Merci à toutes et tous. Alors, une toute dernière question. On vous écoute. Bonjour, bonsoir plus exactement. Vous avez parlé souvent, à plusieurs reprises, de la défaillance de l'État. Pouvez-vous être plus précis dans les faits? Un des points par lesquels le Royaume de France peut s'opposer à la papauté, c'est-à-dire au principe, effectivement, à ce moment-là, la papauté réclame et le spirituel et le temporel. C'est la théorie des deux glaives, n'est-ce pas? Le pape a les deux glaives, le temporel et le spirituel. Un des points par lesquels la France
arrive à se distinguer, c'est déjà chez Guillaume de Nogaret. Ce qu'il répond à l'envoyé du pape, c'est que la France est une respublica, dont le peuple français est le dépositaire. Respublica, vous voyez, c'est pas un terme. Oui, c'était. Voilà. Et donc, en fait, c'est cette idée, si vous voulez, qui permet à la France de résister à la papauté, c'est très exactement que, et c'est ça le régime républicain, c'est que le régime républicain, alors des républiques, il y en a toutes sortes. Il y a la République de Platon, il y a la République de Baudin, il y a des républiques bananières, il y a même une république islamique. Bon, c'est un terme très polysémique. Mais république, l'idée fondamentale qu'il y a chez Platon, chez Baudin et chez tous les théoriciens de la République, c'est qu'en République, on défait le droit autant qu'on le doit, à manière à assurer le salut de tous. Donc, c'est le politique qui prime sur le droit. Et ça, c'est typiquement français. Ou plutôt, ça l'a été. Ça ne l'est plus. Donc, aujourd'hui, il y a une différence de l'État parce que nous sommes sous un régime hybride en raison de notre intégration dans l'Europe. Puisque, si vous voulez, en Cour européenne des droits de l'homme, très sincèrement, les principes de laïcité sont très mal perçus, très mal compris et très mal jugés au sens. Puisque nous sommes dans une Europe où il y a encore la majorité des pays ont concordat avec Rome. S'il n'y a pas de pays qui a véritablement de religion d'État, la plupart des pays, si, il y en avait un, il est parti, c'était le Royaume-Uni. Les autres ont des religions privilégiées, des religions institutionnelles. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, le diocèse de Francfort en Allemagne est plus riche que toute l'Église de France catholique réunie. Parce que quand vous êtes allemand, vous devez payer une partie de votre impôt à votre Église de naissance. Mais en sortir, c'est très compliqué. Après, vous pouvez toujours payer en élection humanitaire, mais enfin, c'est très, très compliqué. Donc, vous avez une hétérogénéité. La France est seule en Europe elle-même. Et nous sommes en train de changer notre logiciel. Nous sommes en train de changer notre ADN. Nous voulons, si je puis dire, sans être trop polémique dans le cadre de cette école, mais enfin, nous rêvons un peu comme la 51e étoile d'une certaine bannière, tu vois. Bon, on n'est pas très bon dans l'exercice. D'abord, personne ne nous attend. On ne sait pas le faire. On mélange les choses. On ne sort pas véritablement notre ADN, mais on en sort quand même. Ce qui fait que lorsqu'on y revient, ça provoque parfois des violences inutiles, parce qu'on n'a plus la maîtrise de l'appareil d'État. Et que l'État recule parce que les politiques sont lâches. Parce que, si vous voulez, il ne faut pas du tout opposer l'un à l'autre, mais que la formule 100% démocratique est en train de prendre le pas sur la formule républicaine, que la formule du droit qui règle tout est en train de prendre le pas sur la formule du politique qui règle tout. Et moi, je ne suis pas contre. J'ai vécu aux États-Unis, j'y étais très heureux et ça fonctionnait très bien. Mais si ce n'est que lorsque vous avez une histoire, voyez, enfin, je ne sais pas, vous me voyez là ou pas? Oui, bon, voilà. Donc, imaginez que d'un coup, je veux être blond aux yeux bleus et racé et un athlète bodybuildé. Ça prend un peu de temps et c'est pas sûr que le résultat soit très probant. C'est en train d'arriver. On se fantasme pour ce que nous ne sommes pas. Du coup, nous ratons ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous le faisons très très mal, de plus en plus mal. Et parfois, je le répète, avec des violences inutiles, parce qu'il n'y a plus personne pour contrôler l'État. Et je pense que ce n'est pas que sur la laïcité qu'on a cette impression. On a un État qui est en défaut de lui-même. Et c'est cette culture d'État qu'il faudrait reprendre, tout en lançant un grand hommage, par ailleurs, à tous les énarques qui ne font pas carrière dans les cabinets ministériels, qui acceptent d'être sous-préfets en Lozère, en Corse ou ailleurs, et qui font encore tourner ce pays, parce que ce pays, c'est une telle structuration étatique que si on n'a pas les ingénieurs qu'il faut pour le faire tourner, pour le réviser, eh bien c'est un pays qui très très rapidement, en fait, sombre dans l'angoisse, sombre dans la mélancolie, sombre dans la dépression. Oui, c'est assez simple. Je veux dire, en Angleterre, enfin, en Grande-Bretagne, c'est quoi le principe? C'est le roi, la reine en l'occurrence. C'est ça qui fait l'unité. Aux États-Unis, c'est la Constitution.
En France, c'est Vous l'État. voyez comment Donald Trump se fait taper dessus à raison, parce qu'on a l'impression que de temps en temps, il a lui-même oublié la Constitution. C'est ça qu'on lui reproche de plus grave, y compris dans son camp. En France, c'est l'État. Ben, cet État, eh ben, c'est une église, en fait, parce qu'il a été composé comme ça au départ, sur le modèle de l'église, sur le modèle des clercs, sur le modèle des missionnaires, sur le modèle du pape, des évêques, sur le modèle de la ritualité, sur le modèle de la mission, sur le modèle du sacrifice de soi pour sa mission. Hein. Quand on est un fonctionnaire français, on ne touche pas des sous sous la table, parce qu'on représente quoi? Le bien public. C'est ça la dignité, en fait, c'est une religion française, c'est celle-là, c'est le bien public, la chose publique. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de défaillances, et que très souvent aussi, ceux qui restent de serviteurs de l'État sont désavoués par l'État lui-même, parce que l'État en France ne sert plus, et ceux qui font l'État sont là pour se servir eux-mêmes. Pardon. Hein? Merci. Ça va? Merci Jean-François donc pour cette conférence. Et encore une fois, je rappelle une dernière fois donc le titre de votre ouvrage, Jean-François Colosimo, française aux éditions du Cerf. Voilà. Merci à cette belle école. Et en dépit de toutes ces difficultés, travailler inlassablement intellectuellement, c'est leur liberté. Merci beaucoup et tout de suite à 18h30, si vous êtes intéressé, on fait une réunion de présentation de l'école. On vous a mis le lien sur la conversation du webinaire. Merci à tous. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Merci.